Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour la troisième journée du colloque international Terra Éducation, changer d'échelle. Cette troisième journée, donc c'est la dernière journée, suite au sujet des premiers jours qui était notamment sur la réhabilitation et l'adaptation du patrimoine et la rétro-ingénierie ainsi que de nombreuses sessions sur la question de la formation. Ce matin, la première session du coup que j'ai le plaisir d'animer, merci aux organisateurs de m'avoir accordé ce rôle. Elle va traiter plus particulièrement des conditions pardon, de production, puisque la construction en terre renvoie aussi à cette question-là. Comment on produit, avec quoi et pour qui? Puisqu'effectivement, en plus des questions de reconnaissance du patrimoine, de formation des acteurs, les conditions socio-économiques peuvent apparaître à la fois parfois comme un frein ou comme un levier pour le développement de la construction en terre et du développement de la construction en terre et du développement des filières au pluriel de la construction en terre, puisque suivant les contextes et suivant les techniques constructives, c'est bien entendu pas les mêmes filières depuis l'extraction des ressources jusqu'au chantier qui sont mobilisées. Donc quelques mots d'introduction et des quatre présentations qu'on a aujourd'hui pour cette première session. Alors, dire que les filières de production et les modes de production de la terre crue, elles posent deux questions. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vu les quatre présentations. Une première question d'adéquation des chaînes de production et des choix constructifs aux ressources qui sont disponibles localement. Et donc, le sujet plus précisément de ces recherches technologiques qui sont situées par rapport à des ressources, recherches technologiques, autant en termes de techniques constructives, mais aussi en termes de process et processus de fabrication. On aura deux communications dans ce sens-là, une sur la réactualisation de la technique constructive du pisé, et la première sur le développement des techniques de BTC, de briques de terre crue, avec l'intégration de végétaux. Un deuxième sujet que pose le développement des filières, je répète, au pluriel, de construction en terre crue, c'est la combinaison entre l'échelle de la production et le niveau technologique. Échelle de production, c'est-à-dire ou une échelle de production locale, régionale, nationale, continentale, voire internationale, hein, même pour certains produits de construction en terre crue, qui renvoie à l'échelle où sont présents l'ensemble des maillons depuis l'extraction, la fabrication, la construction, avec des matériaux en terre, voire des produits pour certains acteurs de la filière. Et d'autre part, la question du niveau technologique, est-ce qu'on est dans des pratiques et des savoir-faire plutôt artisanaux, semi-industriels, industriels ou de très grandes industries? Et il y a une réelle articulation entre l'échelle de la production et le niveau technologique, puisque quand une chaîne de production aussi est complexe, elle demande souvent un investissement important, et donc on va chercher la matière première assez loin, et on vise en général des marchés assez étendus, sur un périmètre en tout cas assez étendu. On aura donc deux communications qui s'intéressent plus particulièrement à ce sujet-là, qui sont donc d'abord une situation en Colombie avec le développement de la production de matériaux à partir de la terre crue, notamment de BTC, si je m'abuse, et ensuite une communication sur le contexte français et le développement de la filière terre crue en France. Et j'imagine qu'on parlera de main-d'œuvre, savoir-faire, de matière, de ressources disponibles, de niveau technologique et d'échelle de production. Je rappelle les règles très rapidement. Donc, il y a environ 12 minutes pour chacune des présentations. On posera du coup les questions plutôt enfin. Euh, on va lancer les quatre présentations les unes à la suite des autres. Et ensuite, on aura un temps de questions, donc chacune des présentations, et préférentiellement des questions croisées qui peuvent s'adresser au moins à deux présentations pour les 25 minutes du coup qui clôtureront la session jusqu'à 10h30, 10h40, puisqu'on a pris un peu de retard.
Donc les deux premières présentations sont des vidéos. Donc elles devraient rentrer dans le temps imparti. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. La première, elle s'intitule donc Enhancing the Sustainability and Performance of Compressed Stabilized Airfoil with Vetiver Stroy Fiber and Cement. Elle est présentée par Islam Mohamed Sharifoul, Sakib Mirza Nazmous, Paul Chantanou et Islam Boulboul, qui viennent du Department of Civil Engineering of Bangladesh University of Engineering and Technology. Et Audrey va nous lancer cette vidéo. Merci Audrey. Good morning, good afternoon, distinguished colleagues and guests. This is Dr. Mohammad Shariful Islam, working as a professor in the Department of Civil Engineering at Bangladesh University of Engineering and Technology, Kuwait. Today, I have the honor of presenting our collaborative research on enhancing sustainability and performance of compressed stabilized sand blocks with vetiver straw fiber and cement, conducted alongside Mohammad Bulbul Islam, Shantanu Paul, and Mirza Mohammad Nazmous Sakib. This is the presentation outline. At first, I shall describe the background and motivation, then materials and methodology, results and discussion, finally the conclusions. Earthen construction has been utilized since 8000 BCE due to its energy efficiency, community orientation, and cost effectiveness. Despite its advantages, traditional materials like CGI sheets, fired clay bricks, and cement blocks have largely replaced earthen blocks due to their durability and easy availability. However, these conventional materials are associated with high energy consumption, emissions, and waste generation. In Bangladesh, the extensive use of FCBs poses significant sustainability challenges by depleting fertile topsoil. Our research aims to address these issues by promoting the use of riverbed sand instead of clay, protecting food security, and fostering sustainable construction practices. Stabilized earthen blocks offer a viable solution, reducing emissions and enhancing disaster resilience. This slide shows some fired clay brick, compressed stabilized earthen blocks, and hollow cement blocks. Agro-industrial wastes include residues from crops, fruits, dairy, and poultry processing can serve as effective stabilizers for earthen blocks. Physical stabilization involves the use of natural or synthetic fibers, while chemical stabilization utilizes supplementary cementitious materials like fly ash and rice ash. By incorporating these wastes, we can improve the mechanical properties of earthen blocks and mitigate the global waste issue. In this slide, the failure modes of specimens are depicted with the breathing effect of the fiber. Unreinforced specimens are shown to fail suddenly due to their brittle nature, as you can see from the slide, while fiber-reinforced specimens are seen to fail slowly, indicating the fiber's role in stress distribution and toughness enhancement. Natural fibers, particularly those with rough surface, offer better interaction with soil matrices, improving overall strength. Again, tubular fibers like straw increases ductility through a breathing effect, while string-like fibers like jute prevent microcracks and enhance toughness of the material. This diagram explains the mechanism of fiber reinforcement within a soil cement matrix, depicted through the behavior of natural fibers during moisture and temperature changes. The reinforcement is governed by three main factors: the shear resistance provided by the fiber's rough surface, the compressive friction due to the fiber's form, and the cohesive properties of the soil. These interactions can lead to dimensional changes in the fibers, affecting the fiber matrix adhesion and influencing the material's resistance to cracking, while enhancing tensile strength, elasticity, and overall toughness. This slide focuses on the mechanical properties of fiber-reinforced materials, summarizing first research on ductility, unconfined compressive strength (UCS), tensile strength, flexural strength, and shear strength. The studies report significant improvements in UCS with the addition of fibers. For example, Sujita and Silsia Devi observed UCS ranging from 1.157 to 1.208 for megapascal for AR glass and banana fibers. Also, reinforced materials show enhanced tensile and flexural strength. Banana fiber reinforced composites, for example, exhibited tensile strength between 4.37 to 13.59 megapascal and flexural strength from 2.28 to 7.46 megapascal. The data demonstrates the varying
effects of different fibers on mechanical properties, emphasizing the need for selecting appropriate fibers based on the desired properties of the construction material. Vetiver and the soot waste generated from it is regarded as a versatile solution that can be used in various applications such as road embankment, home boundaries, river banks, village islands, and flood embankments. Now I shall present the research gaps and the goals of this present research. Previous research has overlooked the potential of vetiver straw fibers as reinforcement for cement destabilized sand blocks. Our study aims to fill this gap by investigating the integration of VSF with cement to enhance the strength and ductility of CSSCBs. We conducted a comprehensive microstructure analysis to understand the reinforcement mechanism and evaluate the strength ductility properties of CSSCBs with varying proportions of VSF and cement. It has been experienced that unstabilized earthen walls are very thick, and it has been found that locally available waste materials significantly reduce wall thickness and improves its properties. We used soil collected from the riverbed of Podda, dried vetiver fibers, and OPC cement for our study. The physical characteristics of the soil and fibers were meticulously analyzed, and the soil was classified as SP based on the Unified Soil Classification System. The fibers were processed to a length of 3 to 4 centimeters and a diameter of 4 to 5 millimeters. Vetiver grass has many unique features. For example, vetiver grass can survive in wide pH range from 3 to 10.5, and its root has high tensile strength of 75 megapascal, which has been make it unique for using in embankment and slope protection. And from the photograph, you can see the robust root system of vetiver grass. This slide focuses on the environmental benefits of using vetiver grass, particularly its carbon sequestration capabilities and its suitability for various environmental conditions. Vetiver can sequester 15.24 tons of carbon per hectare per year, making it a superior option compared to other common grasses. The data emphasizes the need for further research due to variations in existing literature, highlighting the influence of soil characteristics and geographical locations. Vetiver grass technology is a low-cost solution. This graph presents a comparative analysis of the cost of vetiver grass technology with other conventional practices and new techniques. It is made clear through the illustration that VGT and its combinations are more affordable compared to other conventional and advanced techniques. Other than this, vetiver grass has many commercial uses, as can be seen from the slide. In this slide, I shall explain you the sample manufacturing process. The samples are prepared by homogeneously mixing sand, cement, and vetiver shoot fiber under dry conditions as shown in the image. Optimum moisture content was added, and the mixture was compacted in molds using standard Proctor hammer. The samples are then dried under controlled conditions for 7, 14, and 28 days. The UCS testing method based on ASTM D5102 involved meticulous preparation, where the specimens was placed on the lower platan of the loading apparatus, carefully centered to eliminate any load applications bias. Therefore, the load was applied in a controlled and steady manner. Specimens uniquely reinforced with vetiver straw fibers underwent loading at a constant axial deformation rate of 2% per minute to realistically mimic the material's behavior under typical conditions and to emphasize the ductility imparted by the vetiver fibers. Axial force and deformation were regularly recorded. Testing was conducted until a strain of 15% was achieved, or reduction in load values was observed despite increasing strain, indicating the failure point of the specimens. In this slide, you can see the test setup and also some prepared specimens. In this study, we also conducted microstructure analysis, and for microstructure analysis, a CSSB sample containing 1% vetiver straw fiber and 8% cement, cured for 28 days was analyzed. The Sigma 360 BP FESEM from JACE was utilized for detailed microstructure analysis. Employing an electron beam technology, the specimen was scanned, capturing high-resolution images that revealed internal structures. The sample was prepared through oven drying for 24 hours and analyzed under specific conditions of 3 kilovolt and a working distance of 5 to 7 millimeter. Now let's delve into the obtained results from the strength test and microstructure analysis conducted for this research. In the displayed results, the axial stress system behavior of CSSBs is analyzed with a focus on samples that are either unreinforced or reinforced with vetiver straw fibers after 7 days of curing. It is observed that although the ductility increases significantly in VSF reinforced samples, the peak strain
reaching up to 6.41%, and failure strength extends to 7.23%. The ultimate compressive strength UCS experiences slight reduction, varying ranging from 0.02 to 0.323 megapascal. Furthermore, axial stress system behavior is analyzed after 14 days of curing. It is observed that the unreinforced samples have UCS ranges from 0.13 to 0.35 megapascal, with peak strengths between 1.44% and 1.93%, and failure strength from 1.98% to 2.57%. In comparison, BSF reinforced samples exhibit a decrease in UCS ranging from 0.05 to 0.28 megapascal. However, both peak and failure strength are significantly higher, ranging from 2.07 to 14.22% and 3.11 to 15.10% respectively, highlighting a marked increase in ductility. Thereafter, the axial stress system behavior is examined after 28 days of curing. For unreinforced samples, the UCS ranges from 0.20 to 0.37 megapascal, with peak strength from 1.53% to 2.11% and failure strength between 2.53% and 2.58%. In contrast, samples reinforced with vetiver straw fibers display broader range of UCS from 0.07 to 0.32 megapascal and markedly higher ductility with peak strength from 2.23 to 9.75%. And failure strength extending from 3.02 to 13.13%. These data further highlights the significant enhancement in ductility of vetiver straw fiber reinforced CSSBs. Here in this table, a comprehensive summary of the results obtained from the axial system behavior test conducted over 7, 14, and 28 days are summarized. The table categorizes the results based on varying vetiver straw fiber, as you can see from this column. This summary encapsulates the effects of BSF integration into CSSBs, illustrating changes in material properties over time with increased fiber content. This slide compares the failure mechanisms of unreinforced and vetiver straw fiber reinforced specimens. The unreinforced specimen shows an abrupt shear failure, characteristics of its brittle nature, where the failure occurs suddenly with minimal deformation. In contrast, BSF reinforced specimen exhibits a controlled bulging failure indicative of enhanced ductility. The inclusion of vetiver fibers not only adds flexibility but also promotes a more gradual failure process, effectively distributing loads even post-peak and reducing the likelihood of catastrophic failure. Now I shall describe the microstructural behavior. This slide presents the scanning electron microscope SEM images of the microstructural behavior of CSSBs reinforced with vetiver straw fibers. On the left, the image highlights a vetiver straw fiber embedded in the sand cement matrix, enhancing the ductility of the sand blocks. On the right, the formation of fibers calcium silicate hydrate gel is visible, which fills the voids within the matrix and improves the bond between sand particles and fibers. This structural interlocking contributes to a denser, more wear-resistant composite. This slide displays the energy dispersive X-ray spectroscopy EDX mapping of CSSB. Sample is stabilized with 1% vetiver straw fiber and 8% cyclone after 20 days of curing. The EDX analysis reveals significant relative abundance of 5 major elements: carbon, oxygen, calcium, silicon, and aluminium. Notably, the high presence of calcium and silicon is indicative of cementitious qualities within the composite. This slide outlines the key conclusions from the study. Key takeaways include vetiver straw fibers significantly increased ductility in CSSBs, with peak strength improvements notable during our tests. The fibers enhance ductility but do not significantly impact compressive strength. SEM analysis indicate strong adhesion between sand particles and vetiver fibers attributed to the formation of CSH gel, which acts as a binder. The identified use of poorly graded sand as a detriment to strength highlights the need for using well-graded sand to enhance the structural integrity of compressed stabilized sand blocks. Well-graded sand, which with its varied particle sizes can compact more efficiently, reducing voids and potentially increasing the overall strength and durability of the blocks. Future research should extend to exploring other natural and synthetic fibers for comparison and to assess long-term durability and real-world applications of vetiver reinforced structures.
These conclusions underscore the importance of fiber incorporation in improving the resilience and sustainability for construction materials, particularly in regions prone to disasters. These references are derived from research papers that have contributed to the development of the manuscript and the presentation materials. Thank you for your kind attention and for listening to the presentation patiently. For further details on this research and other similar research works done by our group, please visit these sites, links. Thanks again, and we are very grateful to the Terra Education 4 organizing committee for giving me the chance to talk in this platform. Thank you all. Je crois que les auteurs nous entendent, donc thank you for this presentation. Now we pass to the next presentation. Arquitectura de tierra a pequeña y gran escala, poca o gran velocidad, avec Dario Angulo, qui est gérant de Tierra Tech en Colombie et qui va nous faire cette présentation, qui est elle aussi enregistrée, donc le temps devrait être tenu. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'organisation Terra, le cratère, pour cette invitation. Donc, on n'a pas trop de temps. En 12 minutes, j'ai essayé de passer un message dans le cadre de l'architecture de terre en Colombie et le bloc de terre comprimé. Architecture de terre à petite ou grande échelle, à petite ou grande vitesse. On peut dire au départ que tout il s'agit après 37 ans de travail constant, d'une confiance, une persévérance et une conviction, et constance, persévérance et conviction qui m'ont transmis les créateurs du cratère, à savoir Hugo Huben, Patrice Doat, Hubert Guillot, qui ont été les piliers pendant des années de ce centre de recherche et que, comme je vous dis, finalement, ils m'ont transmis cet ADN qui est très important. Donc, après les 37 ans d'expérience, on s'occupe d'une sensibilisation, d'une formation, d'une conception, d'une construction, de montage des unités de production et de production, en particulier du bloc de terre comprimé. Donc, actuellement, cette unité de production ou ces unités de production ont un composant qui est très important, que c'est le support, la garantie, l'accompagnement qui est donné par ce discours qui a été créé par ce centre de recherche Cratère et que c'est un centre, comme vous savez, d'excellence qui nous permet d'être les différentiels, le grand différentiel avec la concurrence ou par rapport à la concurrence, avec ce discours qui est un discours scientifique, un discours technique, un discours institutionnel, donc une grande crédibilité qui a permis petit à petit passer à une échelle de plus en plus grande et à une vitesse de plus en plus rapide. Donc cet ADN, c'est un indicatif et différentiel avec la concurrence que la plupart des fois, ou dans certains cas, nous, on forme. Donc, premièrement, le cratère, le discours, un grand soutien et support technique et institutionnel. Après ceci, par rapport au BTC, au bloc de terre comprimé, il y a la norme. Cette norme, il a permis aussi de passer à une échelle beaucoup plus importante en temps et en quantité par rapport à la tranquillité. Les gens se sont rassurés avec cette norme qui existe, qui s'appelle la norme Icontec 5324 en Colombie, qui est l'inspiration telle quelle de la norme AFNOR XP 113, la norme française. Donc, elle a été importée, elle a été traduite, elle a été présentée et elle a passé. En plus, elle a été l'inspiration pour beaucoup d'autres normes, notamment sur l'adobe, sur le pisé, dans le domaine du patrimoine et la restauration, qui faisait beaucoup besoin parce que les restaurateurs, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le matériau terre et il n'y avait pas de normes avec tellement de patrimoine national à intervenir. Donc cette norme, elle a aidé beaucoup. C'est aussi une garantie, une tranquillité, un support, un accompagnement, un soulagement. Donc, premièrement, le cratère, le grand discours. Deuxièmement, cette norme
qui intervient. Il y a au moins 20 ans, cette norme-là a été instaurée en Colombie et ça a permis de passer à une échelle différente. Tout au début, nous on a acheté une petite machine manuelle belge. Après, on a acheté une deuxième machine, on a importé une troisième machine et une quatrième machine. En ce moment, on a 4 machines manuelles belges et on a 4 petites machines colombiennes, notamment la Simbaram, on a 2, et la Gracomac, on a 2. Donc, ces unités de production manuelles, justement, elles permettent de s'adapter beaucoup au terrain. Soi-disant, le marché, il est cyclique. Il y a des années bonnes, il y a des années mauvaises, il y a des mois très bons et des mois très mauvais par rapport à la production, par rapport à la vente. Donc, le grand avantage des unités manuelles, c'est que avec toutes ces machines, on a une grande quantité de main-d'œuvre, une grande quantité de production de blocs de terre comprimés, soi-disant 6000 blocs par jour, quasiment ce qui produit une machine automatique, mais avec la possibilité d'accroître ou de diminuer dans la mesure du contexte du pays, politique, économique, social. Et on peut aussi, en plus, emmener des machines ailleurs pour produire des blocs ailleurs. Donc, et c'est des unités de production très malléables, très modulables, qui s'agrandissent et que diminuent par rapport à ce contexte que je vous dis national ou économique, politique, etc. Et elle nous a permis aussi de changer l'échelle et changer la vitesse, parce que plus il y a de demandes, on met une machine, on met 2 machines, on met 3 machines, et on peut agrandir, et on a une grande capacité de production. On a une expérience aussi très grande, comme je vous disais au départ, 37 ans d'expérience en conception, en construction, en formation, en production, en montage des unités de production. Et donc, au départ, avec le cratère, qui est notre ADN, et une garantie pour les clients qui écoutent ce discours, qui est un discours sérieux, un discours technique, un discours très approfondi et très fiable. On a eu l'expérience à Mayotte, par exemple, on a eu l'expérience au Sénégal, on a eu l'expérience dans la République démocratique du Congo, au Cameroun, en Inde, et actuellement, et on a beaucoup de commandes de plus en plus au niveau de la Guyane, par exemple, on a été plusieurs fois pour les unités de production en Guyane, on a été en Martinique, on a des projets pour Guadeloupe, on a été en République dominicaine, c'est-à-dire tout le Caraïbe, qui sont très intéressés à développer ces unités de production. Et en ce moment, on a une unité de production en Colombie, à Bogota, il y a plus de 30 ans. On a une unité de production aux Caraïbes, à Santa Marta, il y a plus de 7 ans. Et on a un projet d'unité de production à Barranquilla, c'est la 3e ville de la Colombie, qui a en ce moment un grand développement en habitat, en différents types de projets. Et ils ont la bonne terre, on a déjà fait les essais, on a déjà contacté les carrières, on a déjà un terrain. Donc j'espère qu'à la fin de cette année, début 2025, on aura notre 3e unité de production, car finalement, il y a un problème d'économie dans la mesure où les unités de production sont régionales et locales. Ça se réduit beaucoup le temps et le prix du transport. Avec cette unité de production de Bogota et de Santa Marta, pendant ces 37 ans, on a fait beaucoup de projets de prestige, notamment avec beaucoup d'architectes et d'ingénieurs, avec des maisons particulières, mais aussi des cités-jardins, notamment dans ces années, on a fait l'Arborada de Cota, c'est 183 maisons, la Pradera de Potosí, c'est 250 maisons, Mesa de Yegua, c'est 300 maisons, dont la plupart, ils ont au moins un mur en bloc de terre comprimé ou pisé. Et il y a une série de restaurants, d'hôtels, de prestige qui, d'une certaine manière, ils donnent cette valorisation et cette visibilisation pour pouvoir changer l'échelle. Mais la cerise sur le gâteau, c'est les projets institutionnels. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle génération à une vitesse plus importante et à une échelle plus importante, avec une valorisation beaucoup plus importante
que c'est les bâtiments publics, parce que les bâtiments publics, ils ont un œil de contrôle beaucoup plus important que les bâtiments privés. Et de plus en plus, on commence à avoir des commandes des bâtiments publics. Donc ça, c'est très important. En gros, on change l'échelle, beaucoup plus grande, mais c'est adaptable. Ça peut diminuer, ça peut augmenter. On change la vitesse, ça va de plus en plus vite. On a beaucoup plus de références, des prix nationaux, des prix internationaux, des projets qui ont été faits en Colombie. Donc, ce qui fait que ça soit aujourd'hui un des endroits dans le monde avec un projet de bloc de terre comprimé des plus grands dans le monde. Donc, je vous invite, et pour que vous ayez la confiance, vous ayez la sécurité, vous ayez la passion et la conviction pour construire en terre, pour construire en bloc de terre comprimé, et pour former, pour diffuser cette alternative que c'est une baguette magique, si vous voulez, pour tous ceux qui ont le privilège d'entendre ce discours créé par ce centre de recherche Cratère, mais qui ont aussi la responsabilité de le diffuser convenablement. Donc voilà, je vous remercie beaucoup l'invitation. J'espère que ce petit message humble de conviction, de confiance et de réalisation va passer. On peut vivre de l'architecture de terre, on peut construire en architecture de terre, et il faut avoir cette sérénité, cette conviction, cette passion, cette confiance et persistance surtout pour pouvoir accomplir et arriver à des buts beaucoup plus importants et changer d'échelle et changer de vitesse de plus en plus. Un grand bonjour à toute l'équipe Cratère, à tous les organisateurs qui ont fait la gestion pour cette rencontre. Merci pour l'invitation à nouveau. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Nous, on a une page web qui c'est www.terratech.com. Vous êtes très invités. Merci beaucoup. À très bientôt et grosses bises à tout le monde. Merci, gracias, Dario Angulo, pour cette présentation. Donc, les deux premières, comme vous l'avez entendu, traitaient particulièrement du BTC et du bloc de terre comprimé dans des contextes internationaux avec le Bangladesh et la Colombie. Pour les deux présentations suivantes, on revient du coup en France avec une première présentation sur la préfabrication du pisé. Pose la question de la massification de ces constructions en terre crue en France, donc présentée par Andreas Crevette de Terre Énergie Conseil et dont les auteurs sont également Bastien Neufman de l'entreprise Terio lyonnaise, si je m'abuse, et Martin Pointet et Julien Nourdin de Cratère AECC ici à Grenoble. Andreas, à toi la parole. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Voilà, donc effectivement, j'aimerais juste un petit mot d'introduction et remettre ça dans son contexte. On a entendu lundi, il me semble que c'est Santiago Rivero qui nous avait parlé de Barichara, et il a insisté sur une question de cohérence entre offre et demande. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est une cohérence de la filière entière qui doit partir de formation, pas seulement des architectes, mais aussi des artisans, à la production de matériaux, à la mise à disposition de matériaux dans des commerces, du stockage, que ce soit des terres d'excavation qui doivent être stockées quelque part, qui doivent être travaillées. C'est vraiment une question d'avoir une cohérence et d'avoir une facilité d'accès aussi pour des acteurs qui ne savent peut-être pas se servir d'une terre locale, etc. Voilà, donc là-dedans, je rentre dans le sujet. Reviens, pardon, excuse-moi. Oui, donc on a fait ça ensemble entre, moi je suis bureau d'études, Martin est enseignant-chercheur, j'allais dire artisan-chercheur, pardon, et, et donc, Bastien, pareil, c'est une entreprise, et Julien, effectivement, également au sein de Cratère. Voilà, donc c'est vraiment un exemple qui est récent. Vas-y, vas-y.
Donc là, c'est surtout d'ailleurs Martin et Julien qui ont répertorié les chantiers des 30 dernières années à peu près de Pisé préfabriqués. On s'est basé également sur le travail d'Andy's et d'Elisabetta pour le Pisé en général. Et on voit qu'il y a quand même à peu près une cohérence entre les régions où il y a une activité de Pisé traditionnelle, surtout Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans d'autres coins de Pisé in situ. Et on peut penser que le pisé préfabriqué, les blocs de pisé préfabriqués, c'est plutôt un petit peu plus en ville, mais on n'a pas vraiment c'est pas aussi clair que ça. Voilà, donc il y a une évolution des projets qui est un peu proportionnelle quand même sur les dernières années entre le pisé fait sur place et le pisé préfabriqué. On voit que le nombre de chantiers augmente. Euh, alors, il faut quand même se dire que le pisé préfabriqué, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est François Cointreau qui en a parlé le premier. C'est quelque part entre du pisé préfabriqué. En tout cas, techniquement, c'est du pisé préfabriqué. C'est plus des gros blocs. Mais on voit qu'il y a déjà, il y a combien? Fin du 18e, donc plus de 200 ans, 250 ans, cette idée de simplifier le travail, de passer peut-être, justement, on voit que ça a été fait sous une toiture, de gérer la question du climat. Voilà. Et donc le premier, pardon, non, retourne, pardon. Donc le premier à faire du pisé en bloc, donc des blocs de pisé préfabriqués, c'est Nicolas Meunier, donc en 1980 quelques, donc après son DSA. Et puis donc là on est dans un système qui au départ était très artisanal, mais qui a été ensuite très mécanisé, mais pour le fabriquer sur place. La troisième logique, c'est celle de la production en préfabriqué. On peut dire en usine, on peut presque dire de façon un petit peu industrielle. Donc le premier vraiment grand chantier de Pisé Préfa, nettement plus grand, c'était Ricola par Martin Rauch. Donc là, on sort de la France. Vas-y. Donc, on a vraiment essayé de faire l'inventaire des 27, et je pense qu'on n'en a pas raté beaucoup, chantiers de Pisé Préfa en France, euh, et, euh, et en mettant à chaque fois différents critères, fait sur place, fait pas loin dans un atelier, fait de façon centralisée. Donc là, il y a différents facteurs qui jouent. Donc atelier fixe sur site et, euh, et puis bon, dans un hangar juste à côté du chantier. Il y a plein d'autres critères, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vas-y. Donc les trois grandes familles, c'est une production artisanale, alors qui peut être sur place. Là, ce n'est pas une question de sur place ou pas, une production relativement artisanale en faisant des petits blocs. Ici, le plus artisanal dans les trois exemples, c'est une grosse entreprise, donc c'est Eiffage. C'est un chantier que moi j'avais suivi, Martin aussi. Et ensuite, la deuxième solution, qui est une ligne de production quand même finalement assez industrielle, mais foraine. Donc ça, c'est Nicolas Meunier. Et la troisième solution, c'est plutôt les choses qui ont été développées par Martin Rauch et qui là ont été, je ne sais pas si c'est loué ou vendu à Eiffage pour un gros projet près de Bordeaux. Voilà.
Donc, trois types de production, en atelier fixe, en atelier temporaire et sur site. Donc là, c'est voilà, trois solutions. Et on voit bien que bon, les trois solutions se développent, mais plus les chantiers deviennent, comme il y a des chantiers de plus en plus gros, eh bien, ces derniers temps, il y a de plus en plus euh, de solutions plus industrielles. En fait, c'est un seul gros chantier actuellement où on peut vraiment parler de solutions industrielles. Voilà, donc les tailles des blocs diffèrent. Il peut y avoir vraiment des murs presque complets. Donc, dans le premier exemple, Badonviller, donc c'était Caracol et Gargano, les entreprises, Milieu Architecte, effectivement. Donc, c'était oui, des pans de murs. Alors que dans l'autre exemple, pour l'école de Fontenay, c'était des blocs beaucoup plus petits euh, qui puissent, bon, bah, de toute façon, tout ça, c'est posé par des grues. Voilà. Le levage aussi, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'était avec donc la solution de Nicolas Meunier, c'est des tiges filetées. C'est, à mon avis, un peu beaucoup de travail après pour les enlever. Ça dure un peu plus longtemps. Euh, Deuxièmement, effectivement, en laissant deux, euh, deux trous, enfin, on va dire, pour simplifier, et en laissant soit avec des lanières, soit en mettant en posant avec un Fenwick ou avec d'autres engins, en passant les fourches dessous. Ça, c'est un peu le même système, et avec du rebouchage ensuite. Et le troisième, c'est des pinces. Ça marche, ben, ça marche que quand il y a de la place devant et derrière, quand même. Donc, c'est pas aussi évident. Donc, à chaque chantier ou à chaque logique, sa solution. Voilà, merci. Et donc, il y a des solutions où on peut presque pas faire autrement. C'est-à-dire, quand c'est contre une structure existante, on va reciter Badonviller, entre autres, mais aussi la Maison pour tous, pas très loin d'ici, où en fait c'est des doubles murs avec une isolation, et le premier mur est fait sur place, et le deuxième mur est en préfabriqué. Il y a d'autres exemples où c'est sous un plancher, donc sous de l'existant, là aussi, impossible de damer par le haut, donc on est obligé de poser horizontalement. Voilà, donc on voit que ben, il y a des petits et des grands chantiers. Vous voyez que donc le deuxième graphique, ben, il y a plus de chantiers de 50 mètres carrés que de chantiers de 4000 mètres carrés. Il y en a un seul. Et donc là, on parle toujours de pisé préfa. Hein, on ne parle que pas de pisé fait sur place. Donc il y a des grands et des petits selon la situation, mais probablement aussi selon les qualifications des entreprises. On verra ça encore plus loin. Oui. Voilà, donc ben justement, à gauche, la maison pour tous. Le deuxième mur, c'est quand même compliqué de le coffrer sur un isolant qui n'est pas forcément dur. Euh, donc, on est obligé de le faire comme ça. Et puis, quand la maison est déjà à moitié construite, c'est pareil. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de le poser, euh, que de poser des blocs préfabriqués, ensuite de les assembler. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs aspects qui peuvent être très intéressants dans les blocs de pisé préfabriqués. Euh, Par exemple, ben là où c'est des grandes entreprises qui ont l'habitude de manutention, etc., mais qui ne savent pas forcément faire du pisé, eh ben, on oblige à avoir un artisan qui sait vraiment faire du pisé. Et le contrôle qualité est quand même nettement plus simple aussi. Le contrôle qualité, ben, parce que je décoffre tout de suite le bloc et ensuite, ben, je vois bien l'état du bloc. Voilà. Donc, l'installation de chantier aussi est parfois plus simple
petit chantier, il peut arriver qu'on transporte plus de machines et de gens que si on transportait tout simplement les blocs, qui pourraient être préfabriqués à côté d'une carrière ou à côté d'un centre de tri de terre en utilisant des terres excavées, etc. Euh, donc, ça peut des fois être très, très intéressant pour des très petits chantiers et très, très intéressant pour des très grands chantiers pour les questions de délai de chantier, d'organisation du chantier, etc. Euh, donc, évidemment, le planning devient plus souple et surtout, il y a quand même suffisamment d'exemples de pisé où, pour des délais de chantier, on a obligé les entreprises à travailler fin novembre encore, par exemple. Il y a un exemple d'il n'y a pas très longtemps. Donc, et des murs qui gèlent. Là, on travaille au sec et éventuellement quelque part où il n'y a pas de gel. Donc, beaucoup moins de problèmes de temps de séchage. Euh, la pénibilité du travail, ben oui, on travaille au sec, on a moins d'ennuis, on a peut-être la machine à café juste à côté. Et puis, il y a un aspect sérieux d'utilisation d'énergie renouvelable. Quand on fait des analyses de cycle de vie du pisé, on s'aperçoit que le gasoil pour le compresseur est un facteur assez sérieux. Donc là, ben, je peux faire ça avec du photovoltaïque ou, bon, en France, avec de l'énergie nucléaire, qui est peut-être pas renouvelable, mais en tout cas en faible en carbone. Voilà. Donc, pour redevenir un peu plus général et ne pas parler que du pisé préfabriqué, la question aujourd'hui, on est dans une situation de développement de filières et donc aujourd'hui, il me paraît presque normal que de temps en temps, comme ils l'ont fait, ils n'ont pas fabriqué à côté de Lyon et ils ont transporté jusqu'à Paris. Oui, c'est 500 km ou je ne sais pas combien. Euh, pour moi, aujourd'hui, ça ne devrait pas être un problème parce qu'on est dans une phase de développement de filières. Mais le but doit être d'avoir des sites de production de diverses techniques de construction en terre. Il faudrait qu'il y en ait autant que de centrales à béton. Et à ce moment-là, après, on pourra discuter de transport. Jusque-là, discutons de l'impact carbone du ciment, de l'impact carbone des matériaux cuits. Voilà. Donc, oui, je pense que voilà, de plus en plus, ça deviendra local et il faudra effectivement revérifier de façon plus fine, avec des analyses de cycle de vie euh, un peu plus je dirais. Non, non, mais c'est bon. J'ai fini, c'est la dernière diapo. Voilà. Donc, voilà, il faudra vraiment analyser ça pour voir dans quel cas ça fait plus sens, soit d'avoir une installation plus mécanisée sur place et faire du pisé préfa, soit avoir une production centralisée pour ensuite transporter les blocs, parce que de toute façon, on aura transporté la terre sur 20 ou 30 km. Donc, un peu au cas par cas, ça dépend des chantiers. Il n'y a pas une seule solution, mais je pense que c'est une belle ouverture et que le pisé préfabriqué peut prendre une vraie place dans le domaine de la construction en terre en France. Merci. Merci beaucoup, Andreas, pour cette présentation. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Julien Nourdin pour une communication qui a été préparée avec Thierry Geoffroy, qui concerne la filière terre en France et les moyens mis en œuvre dans la perspective d'une demande qui change d'échelle et qui est croissante, comme on l'a vu avec les chiffres que nous a montrés Andreas.
La présentation va bientôt commencer. Petite question technique. Voilà, donc je laisse la parole à Julien pour la présentation. Merci Yvan. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis en troisième année de doctorat au laboratoire Cratère de l'unité de recherche AECC à Grenoble, sous la direction de Thierry Geoffroy et Arnaud Miss. Et du coup, aujourd'hui, donc la thèse que je porte, que je fais, elle est sur le développement de la filière terre crue en France, avec un territoire d'études qui s'intéresse principalement à la région Grenoble-Lyon-Valence. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un tour d'horizon donc de la filière terre en France, avec les moyens de préfabriquer dans la perspective d'une demande qui change d'échelle. Euh, yes. Du coup, donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai réalisé un inventaire des constructions contemporaines en terre crue ces 50 dernières années dans la France hexagonale. Donc, j'ai référencé 540 projets. Et d'abord, ce qu'on remarque, c'est que la présence du patrimoine en terre crue favorise l'implantation de projets contemporains en terre crue, comme on peut le voir sur la première carte. Et deuxièmement, donc là, je vous propose une animation en fait de la chronologie des bâtiments que j'ai pu référencer. Donc ça commence dès les années 70 en région, dans le Nord-Isère et dans le bassin toulousain. Ça gagne ensuite les bassins rennais, nantais et le Cotentin à partir des années 80. Et ça va se développer autour de ces pôles. Et on va avoir une intensification des activités à partir de 2008-2009. Et à partir des 2016-2017, une nouvelle filière également en Île-de-France. Voilà. Donc on voit une intensification de la production en terre crue en France. Ça suit, on retrouve un petit peu la chronologie qui est racontée qui est dans le récit de la littérature scientifique, avec donc la renaissance de la filière au moment des années 80 avec le domaine de la Terre, puis un passage à vide qui est dû à un désintéressement des pouvoirs publics principalement, la réactivation des filières à partir de 2008-2009, donc avec une intensification des activités. Ce qui est moins présent dans la littérature scientifique, c'est une légère diminution ces 5 dernières années. Cette diminution, déjà, on peut l'expliquer par l'augmentation des très grands projets. Désormais, on arrive avec des projets qui dépassent les 1000 mètres carrés de murs proposés, et donc qui mobilisent des entreprises spécialisées qui donc ne peuvent pas produire autant de projets que les années précédentes. Et on peut aussi supposer que le Covid a eu un impact sur la production des projets. Du coup, on vient de voir qu'il y a une augmentation quand même des gros projets qui nécessitent plus de volume de terre ou de matériaux terre. Et du coup, je vous propose un tour d'horizon des stratégies qui sont mises en place par les structures pour fournir justement ces chantiers d'envergure. Donc, ce tour d'horizon, je le fais en m'appuyant sur des entretiens et des visites que j'ai réalisées, la littérature qui existe, et également, je peux m'appuyer sur une table ronde qui a été faite l'année dernière, dont Andreas avait participé, déjà sur la question du changement d'échelle. Et donc, ce qu'on observe déjà, c'est des structures existantes, donc des briqueteries et des tuileries traditionnelles qui proposent d'ouvrir à une nouvelle comment dire, gamme de produits en terre crue cette fois-ci. Et ils peuvent s'appuyer en fait sur leur, euh, leur savoir, euh, leur savoir au niveau de la manipulation de leur chaîne de production, de l'argile. Ils ont déjà aussi leur approvisionnement et leur cycle de distribution. Et ils peuvent valoriser aussi la chaleur qui est émise par
la production de leurs matériaux cuits. Ensuite, alors on va le trouver plutôt en Suisse ou en Belgique, des partenariats ou du coworking industriel, donc le fait de louer sur quelques jours auprès d'entreprises les chaînes de production, ce qui permet de limiter l'investissement et de pouvoir être le plus flexible possible en fonction de l'évolution du marché. Donc, en fait, pour la Suisse, c'est TerraBlock et BC Materials. Ils vont faire des partenariats avec des entreprises de béton préfabriqué, d'éléments de béton préfabriqués, plutôt de petite taille, qui sont capables en quelques jours, en louant ces entreprises, enfin cette chaîne de production, de produire leur consommation, faire constituer leur stock annuel. Voilà, et donc ça permet des investissements très minimes pour accéder à, par contre, un modèle de production assez important. Ensuite, on va avoir plutôt en France là des projets financés pour créer des nouvelles filières. Donc, le cas le plus connu, ça va être le cycloterre pour l'Île-de-France, à Sevran, à côté de Paris. Ou des financements européens, mais il y a aussi d'autres projets qui vont être faits qui vont être financés par des financements justement régionaux ou nationaux et qui vont favoriser l'implantation d'outils de production pour comment dire, approvisionner des régions, donc développer des filières à l'échelle locale. Euh, et donc là, avec le cas du cycloterre, il permet de doter d'un outil qui est réplicable, qui doit s'adapter en fait à l'évolution du marché. Malheureusement, donc pour le cas de cycloterre, il y a une certaine fragilité économique, puisque au moment de la fin des financements, parfois il n'y a pas réellement de suite et ça peut arriver, comme pour le cycloterre, donc d'un placement sous liquidation judiciaire qui a été fait en avril, du fait donc de cette conjoncture-là et aussi d'un manque de maîtrise des outils de production que les autres entreprises qu'on avait à la fois dans les partenariats industriels ou chez les briquetiers, eux ont déjà leur, le savoir, en fait, de la pratique de leur chaîne de production et de leurs outils de production. Il y a aussi donc Brick Technique Concept près de Toulouse qui, avec des financements aussi, a pu expérimenter et développer une machine qui est capable de produire des blocs de très grande taille. Donc là, on a un changement d'échelle au niveau du matériau produit où on passe des briques au bloc pour être en capacité de fabriquer, de mettre en œuvre plus rapidement. Et donc, on change aussi d'outils de levage en s'appuyant sur des outils mécanisés, comme ce que Andreas présentait précédemment. Donc, voilà, aussi les blocs, enfin, des techniques monolithiques qui sont plutôt décomposées en blocs, comme la bauge et le pisé préfabriqué dès la fin des années 80, d'abord proposé par des artisans qui viennent les monter sur chantier, et ensuite, récemment, avec l'entreprise Sterio qui a été évoquée tout à l'heure, le, la préfabrication de blocs qui sont ensuite euh, assemblés sur chantier par des entreprises conventionnelles qui ont besoin de peu de formation pour être en capacité d'effectuer la mise en œuvre. Un changement d'échelle, quand on regarde la ligne de production de Martin Rohr, qui a également été évoquée par Andreas, qui est capable de produire des blocs encore plus importants, ce qui peut poser dans certains contextes des problèmes aussi liés aux moyens de levage qui est indispensable à être utilisé pour manipuler et mettre en œuvre ces blocs de grande taille. On va avoir aussi des entreprises issues du monde conventionnel, du béton, comme l'entreprise Fer, qui va
comme des voiles de béton, va proposer du coup de la terre coulée, donc en gardant ses savoir-faire et en réinterprétant donc des techniques de terre crue en adaptant leur savoir-faire à la terre crue. Voilà. Et pour les matériaux de seconde œuvre, chez Défi, qui est pas loin de Grenoble, eux, ils ont investi dans une machine d'occasion, donc à moindre coût, qui a une capacité qui est assez importante, même très importante, à savoir 4 tonnes par heure de préparation de mélange d'enduit, et ce qui leur permet en fait de pouvoir suivre l'évolution du marché en fonction de la commande qu'ils peuvent recevoir et répondre assez rapidement à un changement d'échelle aussi auprès de leurs commandes. Ils ont pu faire aussi des partenariats avec des distributeurs à l'échelle nationale. Ils peuvent avoir du coup une continuité colorimétrique qui est assez recherchée auprès du grand public, et donc ils s'adaptent un peu aux demandes du marché. Et, ah oui. Et juste aussi, cette machine, elle a la capacité, enfin, elle est utilisée également pour faire des mélanges à d'autres moments de la semaine, des mélanges prêts à l'emploi pour des mélanges à base de chaux. Donc en fait, elle est rentabilisée pour fabriquer d'autres matériaux. Et enfin, on va avoir donc des panneaux terre qui viennent remplacer en fait le placo-plâtre et s'adapter au savoir-faire des artisans conventionnels qui ont été formés en tout cas aux techniques conventionnelles et des produits industrialisés. Donc les panneaux terre qui viennent donc qui sont proposés par l'entreprise VEM, mais qui ont été aussi, enfin, qui viennent de Claytech à l'origine et qui sont aussi proposés par Cycleterre ou Argilus, même si ça reste des panneaux, enfin des produits qui sont encore assez complexes à mettre, à fabriquer à grande échelle pour plusieurs caractéristiques, comme le séchage. Et je vous remercie de votre attention. Merci Julien pour la présentation. Donc on a une petite dizaine de minutes de retard, mais on va garder quand même un temps de débat. On va peut-être rester à la table, c'est bien comme ça. On a du coup aussi les auteurs des 2 premières présentations qui sont en ligne. Donc on peut aussi leur adresser des questions. Effectivement, on a vu qu'il y avait notamment dans les 2 dernières présentations et aussi dans les précédentes, des questions de changement d'échelle, autant par rapport au marché visé, autant par rapport à l'unité de production, mais aussi en termes de ce qu'on entend par BTC, puisqu'on a vu des BTC qui étaient d'une taille totalement autre par rapport au BTC, à l'image du BTC qu'on a. Est-ce que quelqu'un veut lancer le débat, aurait des questions à poser au présentateur? Allez-y. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. So thanks to the presenters. I've a comment and a question. The comment is that organic farming is not an easy exercise, and it involves risk. But if you want to produce food without pesticides and herbicides and fertilizer and have that name organic, okay, that is the prize. That is the USP. That is the unique selling point of organic. And the unique selling point of Earth for us as an organization is that it does not contain cement. It's pretty simple as an idea. I think everyone can understand it. It's not that we say you can't use cement, but you can't call it Earth if the binder is cement. If the binder is cement, it is concrete.
And we need clarity on that. I think it would be great if Crater and people in this hall, others could move towards a system of labeling so that you will be sued if you say that your cement, your concrete production is earth. We work hard to produce earth. It's not easy. It's a risk. It's cost. Okay, that's my first comment. Really, I suppose, mainly in relation to the first presentation. The question to Andreas is, well, actually to both of you, is about the prefabrication, because I don't have any experience of it. I've done a lot of years of rammed earth, but it's always in situ, and that means that there's no mortar. And it's this introduction of mortar between precast elements, which seems to lead engineers to feel very insecure in their design. And so that all of the things that I've seen, but I don't know, and that's why I'm asking the question, that the rammed earth is load-bearing in the sense that it holds itself up, but it's not part of the structure. It's always tied to the structure. Is that correct? Have I missed something? It depends. Je réponds quand même en français? Ouais. Voilà, donc bon, déjà pour la première remarque, je suis entièrement d'accord. Et je me permets de rajouter une deuxième remarque, parce qu'elles vont ensemble. Il y a quand même une problématique et qui est peut-être en rapport que beaucoup de gens, déjà qu'on parle d'architecture de terre. Pourquoi on ne parle pas de matériaux de construction en terre? Je pense même que ce que tu as montré avec les 400 et quelques chantiers, ce ne sont que des chantiers où la terre est prévalente. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, je me demande encore s'il n'y a pas plus de tonnage de terre qui est mis en œuvre sous forme d'enduit, alors que c'est des surfaces pas du tout les mêmes. Pardon, des épaisseurs pas du tout les mêmes. Donc, je pense réellement que là, il y a quand même un peu quelque chose qui limite. La deuxième chose, le deuxième danger de cette appellation architecture de terre, et qu'on le voit ces derniers temps, c'est qu'on ne fait que mettre la terre à l'extérieur pour montrer qu'on fait de la terre, alors que les avantages du matériau sont à l'intérieur. La régulation de l'hygrométrie, l'inertie thermique ne servent pas à grand-chose à l'extérieur. Et les seuls problèmes qu'il peut y avoir, c'est surtout si on ne met pas de ciment, et c'est le but de l'opération, entièrement d'accord, c'est que c'est l'eau. Et donc, en général, à l'intérieur, il ne pleut pas. Et donc, il fait beaucoup plus de sens de faire toutes les cloisons de tous les bâtiments en briques de terre crue ou en panneaux terre ou avec une ossature avec des enduits dessus. Mais voilà, donc c'est un peu à moitié, j'ai répondu à moitié, mais je réponds aussi à la deuxième partie, c'est que franchement, le mortier utilisé, c'est la même terre avec une granulométrie plus fine, et à la fin, il y a beaucoup de chantiers où ça ne se voit même pas. Quand quelqu'un, celui qui gère les joints est bon, par exemple, à l'époque, Martin était super bon là-dedans. Maintenant, je ne sais pas s'il a perdu l'expérience, mais voilà. Chez Martin Rauch, c'était sa sœur à l'époque. En tout cas, il y a 20-25 ans, c'était sa sœur. Donc, il y a des gens qui ont le feeling pour gérer ça. Et à la rigueur, le bureau d'études, on ne lui dit même pas que c'est du pisé-préfa. Bureau de contrôle, pardon. Voilà. Vas-y. Julien, tu veux? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas. Yeah, just another comment to this
cement or no cement discussion. I think the world is not black and white. Of course, I agree with you. We should clearly market if there's something else in the mixtures. But when we want to scale up, and this is the matter of this meeting here, we also have to think of what we can put inside to make it more to the client's wishes. And then we have to, of course, clear it, market and name it. Then it's stabilized earth for me, but it's not concrete. There's also a in between of concrete and earth, and that's stabilized earth. Because we need to come up with solutions for clients that are not organically buying if we want to scale up. That's my opinion. J'ai une question, je ne sais pas si Andreas tu pourras répondre, sinon je l'ai aussi au public, c'est une chose que me travaille un peu la tête depuis quelques temps. On dit qu'un des bénéfices les plus grands de la Terre, c'est que c'est thermique. Dans mon contexte, aux Émirats, ce n'est pas le cas. On peut avoir 50 degrés à l'extérieur et ça, c'était rare dans les années précédentes. On arrivait à 50 degrés un jour par année. Et là, la semaine dernière, on a été entre 49 et 51 tous les jours. Et le changement climatique, ça ne se sent pas à l'intérieur. Donc, les changements climatiques dans les planètes sont en train de faire que chaque année, on a été plus chaud partout dans le monde. Si on a envie de continuer à montrer que la Terre c'est un matériau sostenible et que ça aide avec des choses comme réduire la température à l'intérieur des bâtiments, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça soit encore le cas? Est-ce qu'on doit faire des murs plus épais et perdre des espaces à l'intérieur? Mais comment on peut faire pour continuer à assurer et montrer que la Terre c'est un matériau thermique et que les constructeurs, les dessinateurs, ils continuent à croire en la Terre si les planètes continuent à se chauffer plus en plus? Alors, je veux bien. Je pense avoir une réponse quand même à ça. J'ai vécu 2 ans au sud du Maroc où il fait aussi 50 degrés en été. Donc, j'ai cette expérience-là. Et quand on demande aux gens qui construisent en parpaing de ciment de 20 cm avec de l'air dedans, comment vous faites en été? Ils disent, ah, en été, je vais dans la maison de mon père. Ah, la maison de son père, elle est en pisé. Voilà. Donc, les gens sont conscients de ça. Le problème aujourd'hui dans beaucoup de pays, c'est que le matériau terre reste le matériau du pauvre. Et donc, on revient à ce qu'on a déjà discuté beaucoup, mais c'est qu'à un moment, il faut effectivement, à mon avis, il faut commencer par les riches et puis descendre. Par contre, je pense que la terre toute seule ne résolvera pas le problème. Si j'ai 50 degrés la journée et que ça rafraîchit la nuit à 25, ça peut fonctionner. Mais ça ne fait pas. Je suppose que ça ne réfléchit pas à 25. Donc là, il faut rajouter du puits canadien, il faut réfléchir aux orientations. Enfin, le bioclimatisme ne se fait pas uniquement avec l'inertie thermique. L'inertie thermique est énormément importante, peut-être encore plus pour la chaleur que... Bien, non, clairement, plus pour la chaleur encore que pour gérer le froid. Mais je pense qu'en fait, le vrai enjeu, c'est de dire que la Terre, c'est un matériau riche, un matériau qui, enfin, c'est construire en Terre, c'est quelque chose de noble. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Et donc, voilà. Donc, il ne faut pas renier l'architecture entièrement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était pour dire qu'il n'y a pas que de l'architecture de terre, il y a aussi des matériaux de construction en terre et des parties de bâtiments qui sont faits en terre. Mais évidemment, quand je pense qu'il faut... Ça marche que quand il y a du... Quand ça a été dit plusieurs fois par plein de gens, ça fonctionne là où on tient compte du bâti traditionnel et qu'en même temps on fait du neuf. S'il n'y a pas les deux, ça aboutit pas sérieusement.
Et puis, il faut qu'il y ait du chantier public, il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait et du particulier. Il faut qu'il y ait tout un système. Et s'il y a les 3/4 du système, le reste, ça va suivre. Mais s'il n'y a même pas la moitié, ça ne marche pas. Si on construit du neuf alors qu'à côté, les vieux bâtiments s'écroulent, ça ne va jamais marcher. Bon, je m'excuse, j'ai dépassé la question. Pardon. Merci Andreas. On va donner la parole aussi en distanciel puisqu'ils ont été questionnés et après on prend les questions de la salle s'ils sont bien en ligne, si la régie, on leur donne la... Good afternoon. This is Mohammed Sharif Islam. Is my floor? Is it my floor? Should I talk or? Yes, it's okay. Okay. Thank you very much for giving the floor, and thank you all for giving me the opportunity to present our work here. So actually, just about the use of cement, I think it's a very important issue. So especially, for example, I can talk the soil which is available in Bangladesh. In the most of the cases, actually, the soil we have now for making blocks, it does not have clay part mainly. So because we have to collect the soil from riverbed mainly. So in that case, I mean, to make it usable for earthen block, we have to use some cementing materials like cement or fly ash or lime, etc. So actually, I think it's an important debate. Actually, we have to set it. I mean, for those countries where the soil is not available with clay content, so what could be the alternative? So I think I do agree with the proposal that it should be stabilized earth, actually, not the concrete, because in many locations in the world, there are some soil lacking some part of the soil. So that's my view. Thank you very much. Thank you. On prend quelques questions supplémentaires, peut-être 2 ou 3 aussi. Je ne sais pas si on commence en bas, l'amphithéâtre. S'il y en a d'autres, ils peuvent lever la main aussi. Just one little answer. If I understand well, you have not enough clay in your earth. So if there's not enough clay, it's not earth construction. Excuse me. Yeah. Petite question pour Andreas notamment. Est-ce que tu ne penses pas que le fait de développer la préfabrication, notamment pisée, est un risque quelque part de prendre le pas sur les techniques plus locales? Là, je vais me positionner en tant qu'ardent défenseur de la Bauge en Bretagne et en Normandie. Et la mauvaise influence d'architectes souvent parisiens, peu ou pas formés, et qui, du coup, proposent du pisé dans des régions où la terre, un, n'est pas adaptée, et deux, la technique n'est pas adaptée. Est-ce que le fait de développer de la préfabrication, notamment pisée, n'est pas un risque, en fait, de voir ce type de projet émerger dans des régions où ça ne fait pas forcément sens, au-delà même des problèmes que tu évoquais de thermique, de sensibilité à l'eau, etc. Alors, déjà, il y a quand même eu déjà de la bauge préfabriquée. Et donc, rien n'empêche les gens qui veulent faire de la bauge préfabriquée d'en faire. Donc ça, je dirais, c'est la première partie de la question. La deuxième partie, plus générale, je dirais, de préfabrication. Oui, est-ce que c'est mauvais? Alors, je vais prendre une autre technique. Est-ce que c'est mauvais que des enduits en terre, aujourd'hui, se font un peu n'importe où en France, alors que certaines régions n'avaient jamais de tradition d'enduits en terre? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas mieux de faire des enduits en terre que des enduits à la chaux, au ciment ou au plâtre, avec des matériaux cuits? Je parle d'enduits intérieurs, là, pour le moment. Donc pour revenir au pisé, mais je pense que de toute façon, on ne va pas faire de la préfabrication de pisé si on n'a pas des terres qui conviennent à ça. Et je reviens aussi à l'époque de Cointreau. Cointreau a écrit des bouquins. La technique du pisé s'est exportée dans plein de pays.
elle est passée par l'Angleterre pour aller en Australie, où elle n'existait absolument pas. Peut-être pour l'Amérique du Sud, c'est moins clair, mais en tout cas, il y a beaucoup de pays où ça a été introduit. Et personne n'a jamais demandé le parpaing de ciment, est-ce qu'il est traditionnel dans quelle région? Je ne sais pas. Donc, je ne suis pas aussi. Enfin, je ne pense pas qu'il faut freiner quelque chose parce qu'il y en a qui l'utilisent mal. Ben, toute technique peut être bien ou mal utilisée. D'où un besoin de formation, d'information déjà avant la formation, et effectivement de se battre un petit peu plus pour qu'on arrête de faire toujours de la terre visible à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, le vrai enjeu, il n'est pas là. Le vrai enjeu, ben, on peut faire du bardage bois, ça protège contre l'eau. Je veux dire, c'est pas compliqué. Le bon matériau au bon endroit. Et là, ben, du pisé préfa dans une maison, je dirais, bioclimatique entre la serre et le salon, c'est peut-être assez intelligent de ne pas forcément le faire sur place, mais ça n'empêche pas de le faire sur place. Je suis d'accord avec toi, il ne faut pas que le fait d'industrialiser euh, fasse qu'on bloque autre chose. Là, je suis entièrement d'accord. Et donc là, il y a un vrai enjeu en France qui, à mon avis, a été mal pris. Pardon. C'est que, par exemple, en Allemagne, il y a des règles professionnelles sur la terre depuis très longtemps. Un artisan qui fabrique lui-même ses adobes, il est soumis aux règles professionnelles. Et un industriel, entre guillemets, même un petit industriel qui vend ses briques, il est soumis à une norme. Et donc, les deux fonctionnent l'un à côté de l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Et là, je suis un peu d'accord avec toi. Il faut rester vigilant pour que ça reste possible de faire la technique locale sur place. Donc, je dirais oui et non. Voilà. Et je voulais rebondir sur ce qu'Andreas a commencé à dire sur la préfabrication de la bauge. Effectivement, je pense que ça peut être même un atout pour la bauge et son développement pour répondre à des complexités liées au séchage qui ne coïncident pas forcément avec les contraintes économiques ou enfin, du contexte économique actuel de la construction. Je crois que avant de prendre une question en ligne, quelqu'un voulait réagir. Alors, je sais pas je sais pas qui c'est, mais Audrey me fait des signes. Peut-être Dario Angulo qu'on n'a pas entendu encore. Alors, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bon, je voulais prendre un petit moment la parole, tout d'abord pour signaler et dire un grand bonjour à tous les Colombiens qui sont dans cet événement, notamment Santiago, sa femme, Jenny, Felipe, Mauricio, cet après-midi Cathy et moi-même, ce qui prouve le grand intérêt, le grand engagement, la grande passion et le groupe très fort que on continue à travailler sur la terre. Donc, félicitations à ceux qui sont là-bas, à ceux qui sont, nous sommes ici. Et bon, il faut continuer. Mais je voulais signaler cette présence colombienne qui est très importante. Bon, et par rapport aux questions, vous avez parlé un peu du ciment, un peu du préfabriqué que Andreas nous a exposé très clairement du pisé et de la température que la question qui a posée Felipe. Donc, par rapport au ciment, je pense que c'est un élément pour le bloc de terre comprimé, pour la stabilisation, qui est un peu une alliance diabolique et sera toujours une alliance diabolique parce que dans certains contextes, il faut avoir ce ciment pour que les résistances augmentent et puis que ça passe les normes, donc que ça puisse passer à une échelle plus importante plus grande et plus rapide. Donc, et voilà, donc pour le ciment. Et pour les préfabriqués, nous, on a fait des formations pendant toutes ces dernières années. Et dans ces formations, on a formé les gens pour les différentes techniques de construction de terre, notamment l'adobe, le torchis, le bloc de terre et le pisé. Et pour faire des formations plus efficaces, on a toujours fait
pour pas faire le pisé à une échelle 1, si vous voulez, qui est très grande, donc ça mettrait beaucoup de temps. On a toujours fait un pisé pour les élèves de 1 tiers d'échelle, c'est-à-dire 60 cm de long par 40 cm de haut par 25 cm de large. Et ce qui nous a, d'une certaine manière, donné les lumières pour que très bientôt, dans notre entreprise, on va sortir pour la vente un préfabriqué qu'on appelle le bloc Elon. C'est un préfabriqué en pisé qui n'est pas très grand, monolithique, qu'on puisse lever avec une machine, mais qui, sur ça, à cette échelle de 60, 40, 25, que 2 ouvriers puissent les prendre et les lever à la main et les poser à la main. Donc voilà, donc c'est les développements euh, euh, qu'on va essayer de mettre sur le marché pour que le préfabriqué en pisé puisse avoir le jour, si vous voulez, en ayant une pose plus manuelle et pas trop mécanisée. Voilà. Au niveau de la température, c'est la question qui Felipe y posait, et je suis d'accord avec Andreas que non seulement il y a le matériau, il y a aussi toute la partie bioclimatique, donc entre autres l'implantation, la localisation, c'est très important que les façades soient exposées d'une certaine manière pour que ces températures soient beaucoup plus adéquates à l'intérieur. Et tout à fait d'accord que la plupart des murs intérieurs devaient être en terre parce qu'il y a toujours ce grand problème de dégradation à l'extérieur, etc. Mais c'est pour ça il y a les enduits et il y a les peintures aussi. Donc, je voulais vous simplement, sur ces 3 questions que vous avez posées, donner notre point de vue et puis prouver que l'échelle et les données quasiment grâce au marché, parce qu'on peut faire beaucoup de blocs ou peu de blocs. On peut faire des bons blocs ou des mauvais blocs. Mais ce qui est important toujours pour changer d'échelle de vitesse, c'est le marché. Et le marché est donné par la crédibilité, l'acceptation de l'engrais dans le milieu de la construction. Et cette acceptation, elle est donnée grâce à l'information, grâce à la sensibilisation, grâce à la formation. Voilà. Donc, de plus en plus, et il est plus crédible, de plus en plus, les gens sont de plus en plus formés, de plus en plus informés. Donc, ça sera un matériau et un engrais pour la construction qui, sûrement, il va se développer de plus en plus en plus. Voilà. C'était ça que je voulais faire une petite parenthèse. Merci. Merci Dario. On laisse une dernière question, peut-être une seconde aussi à Nouria, puis après une dernière et on va répondre. Merci, Ivan. Et moi, je pense que souvent, on transfère nos défauts autant que bon architecte aux matériaux. On demande aux matériaux de tout faire. Et si le problème, c'est l'eau, tu peux faire autrement, comme tu as dit, Andreas, et en bardage, etc. Donc, je pense que pour les changements de la grande échelle, il faut reformater les têtes bétonnières qui pensent au béton comme seule solution de construction, d'architecture, pour demander aux matériaux ce qu'ils peuvent faire et faire les bons détails constructifs. C'est tout. C'est plus simple que... Parce qu'imaginons qu'on va tout stabiliser parce que sinon, il est faible. Alors, non, non, non. Après, les ciments, quand il va falloir payer les émissions CO2, ça sera trop cher. Alors, on ne sait plus faire rien, quoi. C'est vraiment venir arrière, reformater les têtes qui essayent de demander à la Terre de tout faire. Et j'ai même vu des poutres en terre, quoi. C'est c'est exagéré, mais c'est un peu ça qu'on demande à la Terre d'être bien ici et là, et à flexion et à compression. Non, chacun fait ce qu'il peut. Et c'est notre défaut qu'on transfère à la Terre autant que mauvais architecte. Et pour moi, la Terre est stabilisée au-delà de très peu. Je ne vais pas donner des chiffres. C'est du mauvais béton. C'est même pas du béton, c'est du mauvais béton. C'est même pire que le béton. Bon, mais ça, c'est mon avis personnel.
Une autre réaction à droite, et peut-être ce sera la dernière, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Ah. Allez, bon, rapidement, si ça peut être rapide, le micro, ce qui peut être donné à droite, merci. Allez, ouais, vas-y. C'est plutôt une petite contribution pour la réflexion sur le ciment. Moi, d'abord, une déclaration. Moi, je fais des projets, je fais des chantiers, je n'utilise jamais du ciment. Très rarement. Je fais surtout piser, malgré le fait que j'utilise d'autres techniques aussi. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Rowan. Par contre, je pense que ça nous lance un autre problème. C'est une discussion qu'on devra avoir, bien sûr, mais au moment où on va labeler un truc en fonction d'un matériau qui existe euh, dans des petites quantités dans un bâtiment. Comment on peut dire, par exemple, qu'un bâtiment qui a des fondations en béton, qu'il y a des murs en pisé, et puis il y a, par exemple, une dalle en béton par-dessus, juste parce qu'il n'y a pas de ciment dans la terre, c'est un bâtiment qu'on peut l'appeler comme quelque chose, je vais l'appeler bio, comme tu l'as dit, pour dire ça. Ou qu'on a des bâtiments qui sont entièrement en béton, puis un morceau qui est fait en pisé sans ciment, ou en adobe non stabilisé, ou peu importe, et puis on va lui donner une certification. Donc moi, je reviens sur comment j'ai commencé. Je ne mets pas de ciment pour stabiliser, et je comprends très bien, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est juste pour vivre un autre problème. Donc je pense que la solution, je ne sais pas quelle est la solution, mais la route pour la solution, plutôt que créer des restrictions et créer des clivages entre ceux qui utilisent du ciment et ceux qui n'utilisent pas, c'est ce qu'on fait tous ici, former, diffuser, informer, pour que les gens puissent faire leur choix de manière consciente et savoir que tu peux faire un bâtiment en terre sans le stabiliser. Tu peux l'utiliser, et pour ça, comme Andreas disait très bien, faire des bâtiments publics, faire des bâtiments pour les riches, etc., etc. Un processus de conception d'un projet d'architecture, c'est aussi un processus pédagogique avec les clients. Ce n'est pas un truc, comme j'ai entendu dire, tu m'excuses, notre collègue, je ne sais pas si tu es allemand, si tu es suisse, mais tu as fait la présentation hier. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un processus de répondre tout court aux demandes du client. Il y a un processus d'échange qui a un côté pédagogique, là où tu expliques comment les choses peuvent se faire d'une autre manière. Voilà. Et c'est là que nous, les acteurs de la Terre, peuvent intervenir. C'est juste une contribution. Oui, vous m'entendez? Oui. C'est encore pour revenir sur l'histoire du ciment ou pas de ciment, stabilisant ou pas. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Et ça, on l'oublie trop. Alors, on est extrémiste pour ça, extrémiste pour ci. Il faut mettre les choses dans le contexte parce qu'en Inde, pourquoi j'ai développé autant de choses stabilisées avec ce qu'on fait à Orville? C'est parce qu'on a un climat tropical humide de mousson, avec des vents de 150 km/h pendant 6 heures, avec des pluies horizontales pendant 6 heures, et qui font tomber 220 mm en 6 heures. Ou alors, en période d'orage très forte en été, 84 mm en une demi-heure. Alors, comment un bâtiment de 4 étages en terre crue pourrait résister à ça? C'est pas possible. Je rêve de faire un Shibam, mais pas à Orville. C'est pas possible. Et donc, c'est pour ça qu'on met très peu de ciment quand même. On met toujours 5% de ciment à Orville. Mais nos bâtiments, ils sont en terre, des fondations jusqu'à l'étanchéité aussi. On utilise de la terre en fondation, en soubassement, en mur, en voûte et dôme pour tout ce qui est plancher et toiture. Et même, j'ai fait des recherches sur de la terre stabilisée pour l'étanchéité des toitures en voûte. Et ça marche. Et aussi, une autre chose qu'on doit voir, c'est aussi que si on construit qu'en terre et qu'on veut construire de très grandes hauteurs, bon, Vicas appartement à Orville, ça fait 4 étages sur 13 mètres 40 de hauteur. Si je ne stabilise pas, d'une part, je ne peux pas faire la conception que j'ai faite. Ça demanderait au moins 2 ou 3 fois plus de terre aussi. Et donc, quand on parle de gestion des matériaux et des ressources, c'est pas voir si on prend que de la terre, du ciment, de la chaux ou autre chose, mais aussi c'est voir combien de terre on a besoin pour un bâtiment. Et ça, il faut le gérer aussi, il faut y penser. Donc, où est-ce qu'on extrait cette terre? Qu'est-ce qu'on va faire des trous après qu'on a pris cette terre? C'est tout un cycle de vie qu'on doit aborder et prendre les matériaux quand ils sont nécessaires ou on doit le construire.
Et ceux qui font du bloc de terre comprimé non stabilisé, je dirais pour moi, il n'y a pas de sens. Parce que pourquoi, si on veut faire qu'un bloc de terre cru, ben, on fait de l'adobe. Et la différence de terre entre adobe et bloc de terre comprimé stabilisé ou pas, il n'y a pas tellement de différence. Alors, on peut toujours s'adapter au niveau de terre pour faire un bloc de terre comprimé ou de l'adobe. Et donc, quand les gens me demandent de faire ci ou ça, ici ou là, je demande d'abord quel est le climat, qu'est-ce qu'ils ont comme pluviométrie, qu'est-ce qu'ils ont comme contexte local. Et là, on décide ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que j'ai fait peu de bâtiments en terre crue parce que j'étais toujours dans des contextes où c'était nécessaire de faire des blocs de terre comprimés stabilisés ou pisés stabilisés parce qu'on avait des climats extrêmes ou parce que les gens ne voulaient que faire que ça. Donc, si le client ne fait faire que ça, ben, je ne vais pas le forcer à faire de l'adobe s'il veut faire du bloc de terre comprimé stabilisé. Désolé. C'est lui qui décide. Je peux proposer, mais je ne peux pas décider pour lui. Par contre, dans le cas de Spiti, Spiti, c'est une vallée dans l'Himalaya indien qui est à côté juste en dessous du Tibet. On a fait un bâtiment en pisé de terre crue qui a gagné un prix à COP 22 à Marrakech pour un prix bas carbone, qui est un pisé de terre crue. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui permet d'avoir du pisé de terre crue, qui est la tradition locale aussi, depuis des siècles. Donc, ce qu'on a fait, c'est un petit peu améliorer la technique pour avoir d'une part une résistance sismique pour le bâtiment, parce que c'est une zone sismique, mais aussi intégrer des murs trombes qui font qu'on n'a pas besoin de mettre de radiateur ou de chauffage dans le bâtiment quand il fait moins 40 dehors l'hiver et plus 40 l'été dehors. Et ce bâtiment sans chauffage, avec un mur trombe, il se comporte très bien parce qu'il est en pisé de terre crue. Pour en donner un exemple, il faisait en mars 2019, il faisait moins 22 dehors, donc ce n'était pas très froid encore, et plus 10 dedans, sans chauffage. Et en été, plus 16 dehors et plus 15 dedans. Ça marche quand même pas mal. Et donc, pour ce bâtiment, j'ai dû quand même utiliser un petit peu de bloc de terre comprimé stabilisé. C'est pour ça que j'utilise toujours le nom stabilisé pour tout ce que je dis. Donc, soit CSIB, soit BTCS en français, pour dire qu'est-ce que c'est. Et ça, j'ai dû utiliser des BTCS pour ce bâtiment parce qu'il fallait supporter les murs trombes, faire des petits chaînages en béton armé dans des blocs de terre pour la résistance sismique. Et donc, j'ai toujours utilisé le minimum de ciment ou de chaux aussi, mais là où on en a besoin. Voilà, merci. Mais je pense que ça revient à ce qu'on a dit, le bon matériau au bon endroit. Donc, je pense pas, je pense pas qu'il faut, c'est pas du tout le but de l'opération de diaboliser la BTCS, hein. Donc, mais déjà que tout le monde dise ce qu'il fait. Et quand aujourd'hui Point P, Saint-Gobain parle je m'excuse, hein, parle de terre crue, non. C'est pas de la terre crue, c'est de la terre stabilisée. Et à un moment, il faut se poser la question si c'est encore de la terre. Donc voilà, moi j'aimerais bien, c'est surtout ça, c'est qu'on clarifie un peu ça et qu'on arrête de mélanger ces deux choses différentes. Comment ça se fait qu'en Allemagne, les normes, toutes les normes, c'est de la terre non stabilisée. Les normes de construction en terre, pour briques, pour pisé, pour panneaux en terre, pour tout ce que vous voulez, c'est des normes de non stabilisé. Ça n'existe même pas des normes pour du stabilisé en Allemagne. Donc, et pourtant, ben, la filière, elle fonctionne. Voilà. Donc, je suis bien d'accord qu'il y a des cas où on ne peut pas faire autrement, bien sûr. Mais enfin, dans zone tropicale, souvent, il y a des très grands débords de toiture, etc. Il n'y a pas traditionnellement de bâtiments à 4 étages. Bon, oui, après, je comprends hein, qu'on ait besoin certaines fois, bien sûr. Et c'est pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, oui, le bâtiment, c'est un truc global. Il n'y a pas juste, et ça revient aussi à ce que tu viens de dire, hein, c'est pas, c'est en mettant pas de ciment là-dedans et en mettant plein de ciment dans des fondations et des ossatures béton, oui, je pense que le terme un peu à la mode, et je pense que c'est un bon terme, c'est la frugalité, et je pense que c'est le terme, le meilleur terme. À chaque fonction, ben, on le fait avec le moins d'impact environnemental et notamment d'impact CO2 possible. Et là, on est bon. Voilà. Merci.
Merci, merci à vous, merci pour vos questions aussi et réactions. Effectivement, et aux présentateurs pour leur exposé. Dans un contexte où effectivement il y a une hausse de la demande, on se rend bien compte qu'il y a des débats et peut-être des controverses sur les choix aussi technologiques et de production à faire, hein. On a parlé rapidement là, avec Andreas de la question aussi des normes et des règles professionnelles. On n'a pas parlé, Dario n'a pas développé l'adaptation de la norme française en Colombie, mais qui est une question aussi, hein, comment on passe d'une norme de production et technique d'un pays à l'autre pour l'adaptation justement au contexte, au milieu et aux enjeux. Mais c'est aussi le thème de la session suivante à 11 heures. Donc, on va en rester là. On a déjà dépassé le temps. Merci à vous toutes et tous. Et du coup, on va reprendre plutôt peut-être 11h10, je propose voilà, aux organisateurs. Et puis, on a une pause d'une vingtaine de minutes pour voir aussi les posters en lien avec cette session et les autres. Merci à vous.